En outre, seconde l'usis. L'argument est celui-ci. Si on possède une science en acte de la majeure et une science en puissance de la mineure, on s'explique aisément que l'acratès puisse agir para-ten épistémène. Il ne songe pas en effet à faire application de la règle générale contenue dans la majeure au cas particulier exprimé par la mineure, dont la connaissance reste ainsi en quelque sorte latente et ne permet pas de tirer une conclusion correcte. A-t-il au contraire une science en acte de la mineure, comme la mineure a rapport aux actions particulières, l'acte suivra nécessairement. Puisqu'il y a deux sortes de prémices, que rien n'empêche qu'un homme en possession des deux prémices ensemble n'agisse contrairement à la science qu'il a, pourvu toutefois qu'il utilise la prémisse universelle et non la prémisse particulière. Car ce qui est l'objet de l'action, ce sont les actes singuliers. Il y a aussi une distinction à établir pour le terme universel. Un universel est prédicable de l'agent lui-même et l'autre de l'objet. Par exemple, les aliments secs sont bons pour tout homme, et je suis un homme où telle espèce d'aliment est sèche. Mais si c'est cette nourriture que voici et de telle sorte, l'homme intempérant n'en possède pas la science, ou n'a pas la science en exercice. Dès lors, entre ces deux modes de savoir, il y aura une différence tellement considérable qu'on ne verra rien de surprenant à ce que l'homme intempérant connaisse d'une certaine façon, tandis que connaître d'une autre façon serait extraordinaire. De plus, troisième lucis, la science en puissance comporte elle-même 2 degrés, ou si l'on veut, il y a 2 degrés dans l'exis. Ou bien on possède la science sans l'exercer, hic et nunc, c'est le sens dont il a été question plus haut, ou bien, et c'est ici un nouveau sens, on est seulement apte à recevoir la science. C'est l'état de ceux qui commencent l'étude d'une science sans la posséder encore. Oi, roton, matondes. Ou même qui la possèdent et sont incapables de s'en servir, comme dans le sommeil, la folie ou l'ivresse. Or, l'état de l'acratès, sous influence de la passion, est assimilable à celui de ces gens-là, toitos, et il n'est pas étonnant que dans ces conditions, l'intempérant agisse para-épistémène. La possession de la science, en un autre sens encore que ceux dont nous avons parlé, peut se rencontrer chez l'homme, car même dans la possession de la science, indépendamment de son utilisation, nous observons une différence de disposition, de sorte qu'on peut avoir la science en un sens et ne pas l'avoir, comme dans le cas de l'homme en sommeil, ou fou, ou pris de vin. Or, c'est là précisément la condition de ceux qui sont sous l'influence de la passion, puisque les accès de colère, les appétits sexuels et quelques autres passions de ce genre, de toute évidence, altèrent également l'état corporel, et même dans certains cas produisent de la folie. Il est clair par conséquent que la possession de la science chez l'homme intempérant doit être déclarée de même nature que pour ces gens-là. Le fait pour les intempérants de parler le langage découlant de la science n'est nullement un signe qu'ils la possèdent, car même ceux qui se trouvent dans les états affectifs que nous avons indiqués répètent machinalement des démonstrations de géométrie ou des vers d'Empédocle. Le dormeur, le fou, l'ivrogne. Et ceux qui ont commencé à apprendre une science débitent toutes d'une haleine ces formules, quoiqu'ils n'en connaissent pas encore la signification. La science en effet doit s'intégrer à leur nature, mais cela demande du temps. Par suite, c'est par comparaison avec le langage des histrions que nous devons apprécier celui qui emploie les hommes qui versent dans l'intempérance. Histrion, mauvais comédien. De plus, voici encore de quelle façon, en nous plaçant sur le terrain des faits, nous pouvons considérer la cause de l'intempérance. La prémisse universelle est une opinion et l'autre a rapport au fait particulier, où la perception dès lors est maîtresse. Or, quand les deux prémisses engendrent une seule proposition, il faut nécessairement que dans certains cas, l'âme affirme la conclusion, et que dans le cas de prémisses relatives à la production, l'action suive immédiatement. Soit par exemple les prémisses, il faut goûter à tout ce qui est doux, et ceci est doux, au sens d'être une chose douce particulière, il faut nécessairement que l'homme capable d'agir et qui ne rencontre aucun empêchement dans le même temps accomplisse aussi l'acte. Quand donc d'un côté réside dans l'esprit l'opinion universelle nous défendons de goûter, et que d'autre part est présente aussi l'opinion que tout ce qui est doux est agréable, et que ceci est doux, cette dernière opinion, déterminant l'acte, et que l'appétit se trouve également présent en nous,
Alors si la première opinion universelle nous invite bien à fuir l'objet, par contre l'appétit nous y conduit, puisqu'il est capable de mettre en mouvement chaque partie du corps. Il en résulte par conséquent que c'est sous l'influence d'une règle en quelque sorte ou d'une opinion qu'on devient intempérant, opinion qui est contraire non pas en elle-même mais seulement par accident, car c'est l'appétit qui est réellement contraire et non l'opinion. À la droite règle, une autre conséquence en découle encore. La raison pour laquelle on ne peut parler d'intempérance pour les bêtes, c'est qu'elles ne possèdent pas de jugement portant sur les universels, mais qu'elles ont seulement image et souvenir des choses particulières. Quant à dire comment l'ignorance de l'homme intempérant se résout pour faire place de nouveau à l'état de savoir, la question qui se pose est de savoir comment l'appétit du plaisir arrive à être remplacé par la volonté raisonnée du bien. La situation, déclare Aristote, est la même que pour le dormeur qui se réveille ou pour l'homme ivre qui a cuvé son vin. C'est un problème qui relève de la science de la nature, autrement dit, l'explication est d'ordre physiologique. L'explication est la même que pour un homme pris de vin ou en sommeil et n'est pas spéciale à l'état dont nous traitons. Nous devons nous renseigner à cet effet auprès de ceux qui sont versés dans la science de la nature. Mais la dernière prémisse étant une opinion qui à la fois porte sur un objet sensible et détermine souverainement nos actes. Cette opinion-là, un homme sous l'empire de la passion ou bien ne la possède pas du tout, ou bien ne la possède qu'au sens où, comme nous l'avons dit, posséder la science veut dire seulement parler machinalement, à la façon dont l'homme pris de vin récite les vers d'Empédocle. Et du fait que le dernier terme n'est pas un universel, ni considéré comme étant un objet de science semblablement à un universel, on est, semble-t-il, amené logiquement à la conclusion que Socrate cherchait à établir. En effet, ce n'est pas en la présence de ce qui est considéré comme la science au sens propre que se produit la passion dont il s'agit. Pas plus que ce n'est la vraie science qui est tiraillée par la passion, mais c'est lorsqu'est présente la connaissance sensible. 6. Domaine de l'intempérance. Les diverses formes, l'intempérance simplicitaire et l'intempérance secundum quid. Si l'intempérance peut ou non s'accompagner de savoir, et le cas échéant de quel genre de savoir, c'est là une question qui a été suffisamment traitée. Mais peut-on être intempérant purement et simplement, ou doit-on toujours être par rapport à certaines choses particulières, l'être par rapport à certaines choses particulières, et dans l'affirmative, à quelle sorte de choses? C'est une question à discuter maintenant. Que les plaisirs et les peines rentrent dans la sphère d'action à la fois des hommes tempérants et des hommes endurants, ainsi que des hommes intempérants et des hommes adonnés à la mollesse, c'est là une chose évidente. Or, parmi les choses qui donnent du plaisir, les unes sont nécessaires et les autres sont souhaitables en elles-mêmes, mais susceptibles d'excès. Sont nécessaires les causes corporelles de plaisir, j'entends par là à la fois celles qui intéressent la nutrition et les besoins sexuels. En d'autres termes, ces fonctions corporelles que nous avons posées comme étant celles qui constituent la sphère du dérèglement et de la modération. Les autres causes de plaisir ne sont pas nécessaires, mais sont souhaitables en elles-mêmes. Par exemple, la victoire, l'honneur, la richesse et autres biens et plaisirs de même sorte. Ceci posé, les hommes qui tombent dans l'excès en ce qui concerne ce dernier groupe de plaisirs, contrairement à la droite règle qui est en eux, nous ne les appelons pas des intempérants au sens strict, mais nous ajoutons une spécification et disons qu'ils sont intempérants en matière d'argent, de gain, d'honneur ou de colère, et non simplement intempérants, attendu qu'ils sont différents des gens intempérants proprement dit, et qui ne reçoivent ce nom que par similitude, comme dans le cas d'Andropos, Anthropos vainqueur aux Jeux Olympiques. La définition générale de l'homme différait peu de la notion qui lui était propre, mais elle était néanmoins autre. Anthropos, dont l'existence est bien attestée, était un pugiliste qui fut vainqueur aux Jeux Olympiques en 456. Anthropos, comme son nom l'indique, était un homme, mais il est clair que la définition de l'homme en général, au koinos logos, animal raisonnable, ne recouvre pas complètement la définition de l'individu anthropos et que des spécifications sont nécessaires. Animal, raisonnable, plus pugiliste, plus vainqueur olympique, etc. On sait que strictement parlant, mais Aristote veut seulement donner un exemple, l'individu est indéfinissable. En voici une preuve. Nous blâmons l'intempérance non comme une erreur seulement, mais comme une sorte de vice, qu'il s'agisse de l'intempérance pure et simple ou de l'intempérance portant sur quelque plaisir corporel particulier, tandis que nous ne blâmons aucun intempérant de l'autre classe. Mais parmi les hommes dont l'intempérance a rapport aux jouissances corporelles, jouissances qui, disons-nous, rentrent dans la sphère de l'homme modéré et de l'homme déréglé, celui qui à la fois poursuit les plaisirs excessifs et évite les peines du corps comme la pauvreté, la soif, la chaleur, le froid et toutes les sensations pénibles du toucher et du goût, et cela non pas par choix réfléchi, mais contrairement à son choix et à sa raison, celui-là est appelé intempérant. Non pas avec la spécification qu'il est intempérant en telle chose, la colère par exemple, mais intempérant au sens strict seulement.
Et une preuve, c'est qu'on parle de mollesse seulement en ce qui regarde ses plaisirs et jamais en ce qui regarde les autres. Et c'est pour cette raison que nous plaçons dans le même groupe l'intempérant et le déréglé, le tempérant et le modéré à l'exclusion de tous les autres, parce qu'ils ont pour sphère d'activité en quelque sorte les mêmes plaisirs et les mêmes peines, mais tout en s'intéressant aux mêmes objets, leur comportement à l'égard de ces objets n'est pas le même, les uns agissant par choix délibéré et les autres en dehors de tout choix. Aussi donnerions-nous le nom de déréglé à l'homme qui, sans concupiscence ou n'en éprouvant qu'une légère, poursuit les plaisirs excessifs et évite les peines modérées, plutôt qu'à celui qui en fait autant sous l'empire de violents appétits. Car que ne ferait pas le premier si un appétit juvénile ou un chagrin violent venait à s'ajouter en lui quand il se verrait privé des plaisirs nécessaires? Parmi les appétits et les plaisirs, les uns appartiennent à la classe des choses génériquement nobles et bonnes, car certaines choses agréables sont naturellement dignes de choix, tandis que d'autres leur sont contraires, et les autres enfin sont intermédiaires conformément à nos distinctions antérieures. Tels sont l'argent, le gain, la victoire, l'honneur. Et en ce qui concerne toutes ces choses-là, et celles de même sorte, ainsi que celles qui sont intermédiaires, ce n'est pas le fait d'être affecté par elles, ou de les désirer ou de les aimer qui rend l'homme blâmable, mais c'est le fait de les aimer d'une certaine façon, autrement dit avec excès. C'est pourquoi tous ceux qui, en violation de la règle, ou bien se laissent dominer par l'une des choses naturellement nobles et bonnes, ou bien les recherchent trop, par exemple ceux qui montrent plus d'ardeur qu'il ne faudrait pour l'honneur, ou pour leurs enfants, ou leurs parents, ne sont pas des hommes pervers, car les objets font partie des biens, et on approuve ceux qui s'y attachent avec zèle. Mais cependant, il y a un excès, même dans ce domaine. Si par exemple, comme Niobé, on luttait contre les dieux eux-mêmes, ou si on avait pour son père une affection semblable à celle de Satyros, surnommé Philopator, dont l'exagération sur ce point passait pour de la folie. Il n'y a donc aucune perversité en ce qui regarde ces objets de notre attachement pour la raison que nous avons indiquée, à savoir que chacun d'eux est naturellement digne de choix en lui-même, bien que l'excès soit ici condamnable et doive être évité. Et pareillement, il ne saurait y avoir non plus d'intempérance à leur sujet, car l'intempérance n'est pas seulement une chose qu'on doit éviter, c'est aussi une chose qui fait partie des actions blâmables. Seulement par similitude, on emploie le terme intempérance en y ajoutant une spécification dans chaque cas, tout comme on qualifie de mauvais médecin ou de mauvais acteur celui qu'on ne pourrait pas appeler mauvais au sens propre. De même donc que dans ces exemples, nous n'appliquons pas le terme mauvais sans spécification, parce que l'insuffisance du médecin ou de l'acteur n'est pas un vice, mais lui ressemble seulement par analogie. Ainsi, il est clair que dans l'autre cas également, seul doit être considéré comme étant véritablement intempérance ou tempérance, celle qui a rapport aux mêmes objets que la modération et le dérèglement, et que nous n'appliquons à la colère que par similitude. Et c'est pourquoi, ajoutant une spécification, nous disons intempérant dans la colère, comme nous disons intempérant dans l'honneur ou le gain. Certaines choses sont agréables, et par leur nature, les unes d'une façon absolue et les autres pour telle classe d'animaux ou d'hommes. D'autres choses, par contre, ne sont pas agréables par nature, mais le deviennent soit comme conséquence d'une difformité, soit par habitude. D'autres, enfin, le sont par dépravation naturelle. Ceci posé, il est possible pour chacune de ces dernières espèces de plaisir d'observer des dispositions du caractère correspondantes. J'entends par là les dispositions bestiales, comme dans l'exemple de la femme qui, dit-on, éventre de haut en bas les femmes enceintes et dévore leurs fruits, ou encore ces horreurs où se complaisent à ce qu'on raconte certaines tribus sauvages des côtes du Pont, qui mangent des viandes crues ou de la chair humaine, ou échangent mutuellement leurs enfants pour s'en repaître dans leurs festins, ou enfin ce qu'on rapporte de Phalaris. Ce sont là des états de bestialité, mais d'autres ont pour origine la maladie ou parfois la folie, comme dans le cas de l'homme qui offrit sa mère en sacrifice aux dieux et la mangea, ou celui de l'esclave qui dévora le foie de son compagnon. D'autres encore sont des propensions morbides résultant de l'habitude, comme par exemple s'arracher les cheveux, ronger ses ongles ou même du charbon et de la terre, sans oublier l'homosexualité. Ces pratiques sont le résultat dans certains cas de dispositions naturelles et dans d'autres de l'habitude, comme chez ceux dont on abusait dès leur enfance.